Bonjour, alors nous voici maintenant rendus à la dernière notion de ce chapitre, c'est-à-dire la méthode de la droite médiane-médiane. Donc on a vu précédemment la méthode de la droite de Meyer qui consistait à trouver les deux points moyens, tracer la droite de régression. Maintenant, il y a une autre méthode. Un peu plus tard dans la capsule, je vais vous montrer un petit peu l'utilité, pourquoi des fois on est mieux de prendre meilleur, des fois on est mieux de prendre médiane. Donc, puis il y a des fois où on peut prendre une autant que l'autre. Donc, il y en existe deux. Donc, voici la deuxième méthode. La droite définie à partir de 3 points, M1, M2, M3, représentatif de la distribution. Donc, ici, vous avez l'exemple. Et la droite médiane serait la droite ici, en vérité. On va vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc, la première étape, un peu comme on faisait dans Meyer, la première étape, c'est toujours d'ordonner en ordre croissant nos données. Selon la première variable. Et encore une fois, si on a une égalité, j'ai pris la même distribution que tout à l'heure. Donc, j'avais mon égalité ici au niveau des 14. Donc, c'est le Y à ce moment-là qui tranche pour placer les points. Sinon, on ne s'occupe pas de la valeur d'Y, on la fait tout simplement juste suivre son X. Maintenant, cette fois-ci, au lieu de partager en 2, je vais partager en 3 ma distribution. Donc, on partage en 3. Partager en 3. Et là, c'est sûr que vous allez peut-être vous dire, oui, mais là, c'est pas, ça se divise pas toujours par 3. Là. Donc, comme c'est le cas ici, j'ai 8 données. 8, ça ne se divise pas par 3. Donc, l'important, c'est qu'il faut absolument que le premier et le troisième groupe aient le même nombre de données. Donc, c'est seulement le groupe du milieu qui peut en avoir moins ou plus, et c'est pas n'importe comment. Donc, je pourrais pas dire j'en mets 1, puis au milieu, j'en mets 6. Donc, on peut avoir seulement une différence de 1. Donc, les 3 groupes doivent être le premier et le troisième doivent être divisés égal, puis le deuxième, on pourrait peut-être s'écrire ici, le deuxième groupe peut avoir plus ou moins 1 donné par rapport au premier. Par rapport au premier et troisième groupe. Donc ici, dans le fond, je me dis 8 données. Le diviseur le plus proche serait 9. Il m'en manque 1. Donc, ça veut dire que je vais mettre 3 données dans mon premier groupe, 3 dans mon deuxième, et la donnée qui manque se retrouve, c'est au deuxième groupe qu'on a seulement 2 données. Donc, c'est ainsi qu'on va séparer notre distribution. On la sépare en 3. Ensuite, là, on tombe dans la partie, en vérité, ça va aller plus vite que pour la Meyer, parce que dans la droite de Meyer, on faisait la moyenne, et cette fois-ci, c'est là, vous l'auriez deviné par son nom, la médiane. Donc, la médiane des X, la médiane, c'est la valeur du milieu. Donc, au niveau de mes X, ça va bien, ils sont déjà placés en ordre. Donc, la médiane ici, c'est 6. Et là, au niveau de leurs données, il faut faire attention parce qu'ils ne sont pas toujours en ordre. Ici, j'ai 2, 5 et 7, c'est en ordre. Donc, le milieu, c'est vraiment le 5, la médiane. Bon, lorsque j'ai un nombre pair de données, on se souvient ce qu'on fait. On fait la moyenne des deux. La moyenne de 14 et 14, nécessairement, ça va être 14. Et ici, j'ai 6 et 10. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais 6 plus 10 divisé par 2, qui me donne 16 divisé par 2, ça fait 8. Ou on peut des fois aussi le déterminer mentalement. Là, le milieu entre 6 et 10, hein, c'est 8. Le troisième groupe ici, 19, 22, 27, j'ai ma médiane qui est au milieu 22. Et, oups, vous êtes en présence ici d'un exemple justement où il faut faire attention puis pas venir prendre le 21 parce qu'ils ne sont pas en ordre les Y. Donc, j'ai 14. Si je viens les replacer en ordre, la suivante, c'est 17. Et je termine avec 21. Donc, ma médiane ici, ce n'est pas 14, mais bien, ce n'est pas 21, c'est bien 17. Donc, ça nous donne 3 points. On va appeler M1, 6, 5 que j'ai trouvé. Le M2,
c'est 14,8. Et le M3, c'est le dernier que j'ai trouvé, 22,17. Et là, maintenant, ce qu'on va faire avec ces points-là, c'est qu'on va trouver le point P, qui, lui, va être la moyenne de M1, M2 et M3. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Donc, on change de page. Donc, je vais réécrire ici mes données, là, parce qu'elles sont sur la page d'avant. Donc, le premier point, c'est 5, 14,8 et 22,17. Donc, on va venir déterminer notre point moyen. Le point P, c'est le point moyen de M1, M2, M3. Donc, au lieu de faire la moyenne avec toutes les données comme on faisait dans Meilleur, là, avec nos deux groupes, on aura juste une fois à faire la moyenne, puis c'est juste avec 3 points. Donc, ça se fait quand même assez rapidement. La moyenne ici, pour le point, le X de mon point, dans le fond, je vais faire 6 plus 14 plus 22, divisé par 3. Ça fait 20, 42, divisé par 3, ça me donne 14. Le point au niveau de son Y, je vais obtenir 5 plus 8 plus 17, ce qui fait 30. Quand je divise par 3, ça me donne 10. Donc, le point P, c'est 14, 10. Là, on est rendu à calculer l'équation de la droite. Et là, ça va être bien important d'être attentif parce qu'il y a plusieurs points. On ne va pas prendre n'importe lesquels. Donc, trouver l'équation de la droite médiane-médiane. Elle est parallèle à celle qui passe par M1 et M3. Donc, parallèle, on se souvient qu'est-ce que ça veut dire? Quand deux droites sont parallèles, elles ont le même taux de variation. Donc, pour calculer mon taux de variation, je vais utiliser uniquement M1 et M3. Donc, et je fais ça comme je l'ai appris. Et par la suite, on dit que cette droite-là, elle est parallèle à M1, M3 et elle passe par le point P. Passe par le point P. Bien, le point P, dans le fond, c'est celui qui va nous servir pour trouver notre paramètre B, l'ordonnée à l'origine. Donc, on a toujours besoin d'un point. On va prendre le point P. Donc, je commence ici avec mon A, mon taux de variation, Y2 moins Y1 sur X2 moins X1. Donc, j'obtiens ici 17 moins 5 sur 22 moins 6. Ça nous donne 12 sur 16. Donc, ce qui donne 0,75 ou 3/4 si on le laisse en fraction. Maintenant, ici, excusez, il y a une petite erreur que je vois, c'est marqué M1 et M2. Corrigez ça comme il faut parce que c'est vraiment M1 et M3. Le M2, en vérité, à partir d'ici, il ne nous sert plus à rien. Mais il n'est pas inutile parce qu'il nous a servi à trouver le point P. Mais à partir de maintenant, c'est M1, M3 pour faire notre taux de variation. Et quand on veut calculer notre ordonnée à l'origine, on s'en remet à notre point P. Donc, je commence toujours en écrivant, là, en remplaçant mon A, comme ça. Et là, maintenant, je vais remplacer par mon point P qui était 14, 10. Donc, X, Y. Mon Y étant 10. Ça me donne 0,75 fois 14 plus B. 0,75 fois 14. Donc, ici, ça me donne 10,5 plus B. Si je soustrais 10,5 pour isoler mon B, j'obtiens moins 0,5 est égal à B. Et j'ai terminé de trouver l'équation, c'est-à-dire Y égale 0,75 X moins 0,5. Donc, c'est une méthode, oui, qui est peut-être un peu plus longue et qui demande un petit peu plus de retenir d'étapes. Je pense que c'est surtout au niveau du nombre d'étapes, mais vous allez comprendre, dans le fond, à la page suivante, au niveau de la remarque, je vais vous expliquer un petit peu en quoi il est parfois avantageux d'utiliser la méthode médiane-médiane. Donc, lorsqu'on n'a pas accès aux technologies pour déterminer l'équation de la droite de régression, il est plus simple de déterminer celle de la droite de Meilleur.
Donc, c'est sûr que quand on a un grand nombre de données, c'est plus simple à quelque part de diviser en deux et de faire la moyenne des deux que de retenir toutes les étapes qu'on avait tout à l'heure, que je viens de vous présenter. Cependant, et c'est là que je vous dis, c'est important qu'il y a des moments où des fois, c'est préférable de faire médiane-médiane. Donc, il est préférable d'avoir recours à l'équation de médiane-médiane si la distribution présente des points aberrants. Donc, vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de ça au début du chapitre, les points aberrants, c'est des données qui sont très loin du reste du groupe de données. Donc, ça peut fausser les résultats, les fameux points aberrants quand il y en a un ou deux dans une distribution. Donc, la droite de Meyer, elle est sensible aux données extrêmes. C'est évident, étant donné qu'elle fait la moyenne de tous les points, bien, elle, c'est sûr qu'elle va être sensible s'il y a une donnée qui est extrême. Alors que la médiane-médiane, comme elle prend seulement la médiane, bien, les données extrêmes, automatiquement, ne seront jamais considérées dans cette méthode-là. D'autre part, si la distribution compte un grand nombre de couples, on peut tracer une droite qui semble s'ajuster le mieux au nuage de points et déterminer l'équation de cette droite à partir de 2 points appartenant à celle-ci. Ça, c'est une méthode qu'on doit vous dire qui peut être faite, mais nous, c'est sûr que dans le cadre là, de ce qu'on fait dans ce chapitre-là, ça va être toujours une des deux équations qu'on va vous demander de trouver. Et là, je vous avais dit que ça servait à faire des prédictions, donc je vais vous parler un peu de ça. La prédiction à l'aide de la droite de régression. Donc, lorsqu'on a recours à une droite de régression pour estimer la valeur d'une variable à partir d'une autre, il faut toujours s'interroger sur la fiabilité de la valeur calculée. Généralement, plus la corrélation linéaire est forte, plus il y a de chances que la prédiction soit fiable, excusez-moi, c'est le contraire. Là. Donc, c'est bien de s'assurer que la corrélation est quand même forte si on veut faire des prédictions. Là. Sinon, il faut s'attendre à ce que ce soit plus ou moins fiable. Il y a aussi l'importance de connaître la différence entre l'interpolation et l'extrapolation. Donc, une prédiction par interpolation, inter, ça dit c'est à l'intérieur, c'est généralement plus fiable qu'une par extrapolation, puisque rien ne garantit que le modèle linéaire peut être étendu à l'extérieur des limites de l'intervalle des données pour lesquelles il a été établi. Donc, plus on s'éloigne de cet intervalle, plus le risque d'obtenir une prédiction aberrante est grand. Donc, l'interpolation, c'est quand on prédit à l'intérieur des données, on reste dans l'intervalle de données qu'on a recueillies. Tandis que quand on extrapole, ça veut dire qu'on va aller chercher plus loin. Donc, on suppose que le modèle se poursuit, puis ce n'est pas toujours le cas, donc ça va être un peu moins fiable. Donc, il est recommandé, lorsqu'on présente une estimation basée sur l'extrapolation, de toujours ajouter la précision si la tendance se maintient. Parce qu'il faut toujours supposer qu'elle se maintient si on veut pouvoir extrapoler. Donc, ça, c'est une phrase, vous voyez, si vous vous demandez c'est qui ici, c'est Bernard de Rome. Et c'est une phrase, ça, si la tendance se maintient, qu'on entend régulièrement dans la soirée des élections, puisqu'il essaie de prédire peut-être qui pourrait être élu. Et Bernard de Rome a animé à plusieurs reprises la soirée des élections. Donc ici, j'ai un exemple. Dans le diagramme ci-contre, il y a un modèle linéaire qui a été établi à partir des données dans l'intervalle compris entre 1 et 6 mois. Donc, on peut voir le modèle ici, ça se trouve être la relation entre l'âge et la masse de plusieurs enfants. Fait que là, vous voyez ici, nous autres, eux, ils ont recueilli des données ici. OK? Donc, les enfants entre 1 et 6 mois. Puis, on voit que ça peut nous donner l'impression que ça va aller sous la forme d'une droite, comme ça. Et si on prétend que le modèle linéaire se poursuit, ce serait ça notre droite de régression. Mais en vérité, là, on sait bien que les enfants grandissent très vite là, dans les 6 premiers mois, mais que passé, là, vous voyez ici, là, s'il avait poursuivi l'étude, on voit que passé un certain nombre de mois, là, passé 18 mois, ça ralentit. Là. Les enfants ne vont pas comme doubler leur poids comme ça à chaque mois. Donc, c'est à faire attention quand on extrapole. Vous voyez un bel exemple ici, que, étant donné que, je ne sais pas, j'ai un enfant de 5 mois qui
pèse 5 kg, puis j'en ai un de 6 mois qui pèse 10 kg. Ça veut dire qu'il aurait doublé en 3 mois. Mais je ne peux pas me permettre de dire, ah ben 3 fois plus vieux à 18 mois, ben il va peser 3 fois plus, puis il va se retrouver à... si je suivais la droite de régression, il pèserait 27 kg, ce qui c'est impossible pour un enfant de 18 mois, il va plutôt se tourner autour de 15. Donc, il faut faire attention lorsqu'on extrapole. Voilà, c'est terminé pour le chapitre de statistiques.